Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une ce soir. Au total, 16 postulants ont déposé leur déclaration de candidature au présidentiel anticipé du 7 septembre prochain. Et l'ANI statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée dans un délai maximum de 7 jours à compter d'hier, 18 juillet. Et nos services consulaires de plus en plus proches de nos ressortissants en France. Dans ce journal, on parlera des services assurés par le poste consulaire de Châtellerault, situé à 300 km de Nantes. Un poste consulaire qui répond aux besoins de notre communauté, même le dimanche. En Palestine occupée, la nuit de jeudi à vendredi a été sanglante, enregistrant de nouveaux martyrs et blessés lors d'un raid sioniste qui a visé une maison dans le centre de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, la Cour internationale de justice a indiqué que l'entité sioniste occupe illégalement les territoires palestiniens et doit restituer les terres saisies et indemniser le peuple palestinien. Et au Maroc, un nouveau scandale éclate. Interpellé par la police allemande, le président du Raja de Casablanca pour tentative de dissimuler un vaste réseau de trafic de cocaïne. Cette arrestation pourrait entraîner la chute du régime du Merzen, impliquant de très hauts responsables marocains. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, l'opération de dépôt de dossier de déclaration de candidature pour la présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 a pris fin hier, jeudi à minuit. L'autorité nationale indépendante des élections ANI a entamé immédiatement le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau. L'ANI statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature, nous dit Amel Barba. 16 candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre ont déposé leur dossier avec les formulaires de souscription des signatures individuelles auprès de l'ANI, où ils ont été accueillis par le président de l'instance, Mohamed Charfi. Les postulants à la candidature ont défilé tout au long de la journée de jeudi jusqu'à minuit, munis de leur formulaire de souscription des signatures individuelles au siège de l'ANI. Une opération suivie dans le détail par les médias présents en force. Il faut dire que depuis l'annonce de cette échéance électorale, la scène politique s'est particulièrement animée. Si la stabilité politique dans le pays a boosté de nombreux secteurs, l'organisation de cette élection présidentielle est un retour à la normalité permettant aux institutions de retrouver leur équilibre tout en renforçant la pratique démocratique dans le respect de la Constitution et des lois qui régissent le processus électoral. Après le dépôt de leur dossier, les postulants ont tenu à faire des déclarations à la presse nationale mettant en avant l'importance de cette échéance électorale. Pour sa part, l'ANI a entamé immédiatement le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau après le dépôt des dossiers. Chargée de gérer toutes les étapes du processus électoral, l'ANI statue sur la validité des dossiers dans un délai de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Elle transmet à la Cour constitutionnelle ses décisions dans un délai n'excédant pas les 24 heures, à compter de la date de l'annonce de ces décisions. Par la suite, la Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai maximum de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'ANI. Et notre communauté établie à l'étranger est-elle aussi concernée par ce rendez-vous électoral du 7 septembre prochain? La communauté nationale établie à l'étranger qui est au cœur des préoccupations des hautes autorités. Et justement, à Châtellerault, le nouveau poste consulaire algérien redouble d'efforts pour satisfaire les besoins de nos ressortissants. Ce poste qui assure des permanences, même les dimanches, se veut un vis-à-vis de plus en plus proche de notre communauté, leur évitant notamment le déplacement jusqu'au consulat général d'Algérie à Nantes sur plus de 300 km, nous dit Afaf Belouchet dans cette correspondance. Depuis plusieurs mois, et plus précisément depuis janvier, le consulat d'Algérie à Nantes organise des permanences régulières dans cette ville.
Ce qui était autrefois une exception est devenu une tradition très appréciée par nos ressortissants. Ça évite à certaines familles d'aller jusqu'à Nantes qui n'ont pas forcément les possibilités d'y accéder. Ça nous arrange et ça arrange toute la communauté de Poitiers et de Châtellerault. Nantes est quand même à 300 km, donc c'est vrai que pour faire nos papiers administratifs, c'est beaucoup plus facile. Sachant qu'il n'y a pas qu'un trajet à faire, donc on devait multiplier les allers-retours pour les dépôts de dossiers puis après les réceptionner. C'est rapide, c'est efficace, on se retrouve avec des personnes bienveillantes. Et dès l'ouverture, le lieu se transforme en une véritable ruche d'abeilles. Les agents et cadres consulaires s'activent énergiquement pour garantir un service quasi complet, toutes les prestations étant assurées lors de ces permanences. Les prestations assurées concernent notamment la remise des passeports, les cartes d'identité biométriques, l'établissement des procurations, les casiers judiciaires, la prise en charge des dossiers de service national et aussi les dossiers d'immatriculation consulaire et la transcription d'actes d'état civil. Pour les responsables du tissu associatif de la région, ces permanences apportent bien plus qu'un simple service aux ressortissants. Donc on voit que le consulat est plus proche de la communauté par rapport à avant et c'est une grande opportunité pour notre communauté. En effet, elle crée une proximité très appréciée, transformant l'administration d'une source de tracas et d'appréhension à une expérience positive. Je trouve que le personnel est très compétent, très gentil, très à l'écoute, prêt à rendre service. Donc là, on est très très satisfait. En plus, on nous reçoit dans des très beaux locaux, donc c'est parfait. On vous remercie pour votre accueil et pour la gentillesse du personnel. Franchement, que ça continue avec Châtellerault et la communauté, les jeunes, les chouabines, moussakines qui ne peuvent pas se déplacer. C'est des gens, masha'Allah ou salam. Cette efficacité, combinée à une qualité d'accueil remarquable, reflète l'esprit de la nouvelle relation que les postes consulaires ont tissée ces dernières années. Elle suscite également un intérêt croissant des jeunes pour leur pays d'origine. Ils étaient d'ailleurs nombreux à se renseigner sur les élections présidentielles à venir. Le droit de vote, c'est important et le consulat ici en France nous permet ça, donc il faut voter. Mine de rien, on reste des citoyens algériens avant tout, donc le fait de voter à distance, je trouve que c'est un très très bon point fort de la part du consulat ici en France. Contribuer à exprimer ma voix pour l'Algérie, c'est mon pays d'origine. Je suis née ici en France, mais j'ai besoin de m'exprimer en tant qu'Algérienne aussi. Le prochain défi pour le consulat algérien à Nantes sera d'organiser un nombre suffisant de bureaux de vote, équitablement répartis pour permettre à chaque ressortissant d'accomplir son devoir dans les 11 départements couverts par cette circonscription. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant aujourd'hui à Accra, au Ghana, le soutien de l'Algérie à la proposition sur la tenue en septembre prochain d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine pour préparer le prochain sommet du G20 et définir les objectifs et les priorités suite à l'adhésion de l'Union africaine à ce groupe. On l'écoute. في مسألة تمثيل الاتحاد الإفريقي في اجتماعات مجموعة العشرين بمختلف مستوياتها، لكن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها. ومن هذا المنظور يعتقد هذا الوفد بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان منا كل الاهتمام والعناية. المسألة الأولى هي مسألة إجرائية وتخص كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين. أما المسألة الثانية فهي موضوعية وجوهرية بامتياز، وهي تخص تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين. Attaf a salué par ailleurs la déclaration de la Commission de l'Union africaine relative à la préparation opérationnelle de capacités régionales d'Afrique du Nord. On écoute. نشيد
Nous saluons la déclaration de la Commission de l'Union africaine relative à la préparation opérationnelle de capacités régionales d'Afrique du Nord, qui constitue un des organes opérationnels de la force africaine. Cette déclaration intervient après le constat des experts onusiens et africains des différents composants de cette capacité régionale et ses moyens militaires, humains et logistiques à la hauteur des normes internationales en vigueur. Par ailleurs, et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé l'arrêt de l'inscription programme à ADL3 afin de permettre le traitement d'1 400 040 340 demandes effectuées. Toutefois, le ministre a annoncé la reprise des inscriptions à la ADL3 une fois l'ensemble des demandes traitées. Et dans l'actualité internationale, un certain nombre de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'un raid sioniste qui a visé une maison dans le centre de la bande de Gaza, tandis que l'occupation continuait de détruire des bâtiments résidentiels dans la ville de Rafah, au sud de Gaza. Des sources médicales citées par des médias ont indiqué que 8 personnes sont tombées en martyrs, dont des enfants sont arrivés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville de Deir el-Balah, suite à la prise pour cible d'une maison de camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Au total, 128 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 personnes portées disparues dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière. Et de son côté, la Cour internationale de justice déclare que l'entité sioniste occupe illégalement les territoires palestiniens et doit restituer les terres saisies et indemniser le peuple palestinien. La Cour internationale de justice est la plus haute juridiction de l'ONU qui a donné son avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée depuis 1967, a qualifié d'illégale cette occupation, appelant la communauté internationale à apporter son aide à l'Organisation des Nations Unies en vue de permettre au peuple palestinien de jouir de son droit à l'autodétermination. Et au Maroc, un autre scandale éclate. Le président du Raja de Casablanca a été interpellé par la police allemande dans une tentative de dissimuler un vaste réseau de trafic de cocaïne. Cette arrestation pourrait entraîner la chute du régime du Merzen, impliquant de très hauts responsables marocains. Nous dit Mariam Damis. Un véritable séisme secoue le monde du football et les hautes sphères du pouvoir au Maroc. Mohamed Boudrika, président du célèbre club Raja de Casablanca, a été arrêté en Allemagne. Faussant les calculs du Merzen qui cherchait à se disculper de ce scandale et brouiller les pistes d'une affaire tentaculaire de trafic de cocaïne. Une énième affaire qui confirme l'implication du Merzen dans le trafic de tout type de drogue. Des sources espagnoles, dont des médias, des services de sécurité et le chef de l'opposition espagnol Alberto Feijó ont révélé que le Maroc est une plaque tournante du trafic de drogue, principal producteur et exportateur de cannabis. L'une des affaires scabreuses qui a défrayé la chronique dernièrement est la course-poursuite entre la police espagnole et un bateau de narcotrafiquants marocains, qui a entraîné la mort de 2 gardes civils espagnols et fait 2 autres blessés dans le détroit de Gibraltar, au port de Barbate, dans la baie de Cadix. Ce nouveau scandale dévoile l'implication flagrante du Merzen et la complicité de la marine royale marocaine dans le processus de trafic de drogue. Si Mohamed Boudrika collabore avec les enquêteurs, c'est tout le régime du Merzen qui pourrait s'effondrer. En effet, cette affaire de trafic de cocaïne révélée par un baron de la drogue malien depuis la prison met en lumière l'implication de très hauts responsables marocains, dont le chef du gouvernement Aziz Ernouch et le chef du cabinet de Mohamed VI, Fouad Ali El-Himma. Les révélations de ce scandale illustrent la corruption endémique au Maroc depuis des années. Le Merzen use de la corruption et du chantage pour maintenir ses intérêts, que ce soit concernant l'occupation illégale du Sahara occidental ou la répression des droits de l'homme. Alors que l'enquête se poursuit, le monde entier suit de près les développements de cette affaire qui pourrait bien changer le visage du pouvoir au Maroc,
où la crédibilité du régime du Marzan est plus que jamais remise en question. Et retour chez nous dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le cadre de vie des citoyens et garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau, notamment en été. Le secteur de l'hydraulique à Béchar s'est renforcé avec 4 nouveaux réservoirs d'eau et la mise en exploitation de nouveaux fourrages. Par ailleurs, le projet de station de traitement des eaux usées a également été mis en service. Nous dit Abdelnour Hamel dans son reportage récit Mrim Demis. Dans le cadre de sa stratégie visant à garantir un approvisionnement régulier en eau potable à ses habitants, la wilaya de Béchar a lancé plusieurs projets d'envergure, à l'image du projet de réalisation, d'électrification, d'équipement et de raccordement de 10 fourrages dans la zone industrielle de Toumiyet. Malgré les conditions climatiques difficiles, nous travaillons sans relâche pour alimenter les habitants de Béchar en eau potable. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour livrer ce projet dans les délais impartis. Nous avons terminé 2 puits qu'on exploite déjà. En plus de la mise en service d'une station de traitement des eaux usées dans la wilaya de Béchar, 4 réservoirs d'eau d'une capacité de 25 000 m3 sont en cours de réalisation, autant de projets qui contribueront efficacement à l'augmentation des capacités de stockage de la région. Cette importante transformation permettra d'alimenter la wilaya de Béchar en 80 000 m3 jour d'eau potable. Nous avons suivi les exposés et constaté de visu les chantiers de réalisation de ce complexe hydraulique doté de 26 puits, un réservoir d'eau d'une capacité de 20 000 m3 et 3 stations de pompage. Nous sommes très satisfaits de la cadence des travaux conformes au plan de réalisation. Des projets stratégiques visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau pour les citoyens, tout en répondant aux besoins essentiels de l'agriculture et de l'industrie. Et puis, baptisé du nom de martyr Tahar Rabia, le musée de l'établissement des transports urbains et suburbains se dresse tel un témoin du temps qui restitue les mutations historiques et sociales depuis la fin du 19e siècle à la période post-indépendance puis contemporaine. Un vrai voyage dans le temps à travers les moyens de transport dont ce reportage signe Friel Lachir. Situé au cœur de la capitale, dans la commune de Belouizdad, l'établissement des transports urbains et suburbains inaugure le premier musée du transport en Algérie. Baptisé du nom du martyr Tahar Rabia, ancien employé de cet établissement, tombé au champ d'honneur le 29 décembre 1961. Ce musée offre un voyage à travers le temps. Il retrace l'évolution des moyens de transport comme un témoin qui restitue les mutations historiques et sociales depuis la fin du 19e siècle à la période post-indépendance, puis contemporaine. Aujourd'hui, son premier musée des transports urbains d'Alger. Pourquoi l'ETUSA? L'ETUSA est l'héritière de toutes les entreprises de transport urbain de la ville d'Alger. C'est la nostalgie. On a tous passé notre jeunesse et notre enfance dans les bus, à tous les âges. Mais qui n'a pas pris le transport de la RSTA. Des anciennes voitures, des bus historiques, des photos vidéos d'époque, des objets et des documents sont exposés. On y trouve les différents modèles de véhicules utilisés depuis 1882, époque des omnibus à chevaux, passant par ceux de la période des années 1960-1970 et les bus électrifiés, les téléphériques et autres maquettes de bus anciens, ainsi que les tenues de travail des employés, les outils de contrôle, les petits appareils à levier manuel pour la distribution des tickets, les gros moteurs de véhicules et les pièces de rechange, entre autres. Ce musée contient différents moyens de transport qui datent depuis 1882 jusqu'à ce jour, à l'exemple du bus Berli où les Algériens ont fêté leur indépendance. On trouve aussi le premier téléphérique datant de 1957. Des distinctions honorifiques, des trophées et des médailles ont été attribués aux meilleurs employés de l'ETUSA ainsi qu'aux familles des martyrs.
Ce musée, le deuxième en Afrique, a pour but de préserver et de valoriser le patrimoine industriel et historique de l'Etusa. Et par avion, plusieurs groupes d'enfants de la diaspora algérienne ont foulé le sol algérien pour des vacances d'été accueillies dans plusieurs wilayas du pays, notamment dans la wilaya de Chlef. Cette initiative, organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris, vise à renforcer les liens des enfants de la diaspora avec leur pays d'origine. C'est l'occasion pour eux de découvrir la richesse de la culture algérienne, de se familiariser avec l'histoire du pays. Nous dit Melika Bellel dans ce récit, reportage signé Karim Al-Shmata. Dès leur arrivée, les enfants de la communauté algérienne à l'étranger ne cachent pas leur joie. Ils vont pouvoir passer leurs vacances dans leur pays d'origine et savourer des moments de bonheur. Les organisateurs ont arrêté pour eux un programme varié qui leur permettra non seulement de s'amuser, mais surtout de nouer des amitiés durables. C'est dans une ambiance particulièrement chaleureuse que les enfants de Chlef à Chatia ont accueilli leurs frères de la communauté. On est tous des frères, on est tous des musulmans et dans l'islam on est tous des frères. One, two, three, vive l'Algérie. Aujourd'hui on va faire la piscine. Ils nous ont tous bien accueillis. الاستقبال تاع هذو الدراري سي توشان بزاف واستقبال تاع لا بيسين ثاني ولقيت بلي لا بيسين ثاني زينه هنا وصحيت على الرئيس تبون. Une ambiance festive et agréable est au programme, tandis que les enfants de l'Algérie offrent une image fraternelle qui transcende les distances. Au programme de ces séjours estivaux, des visites de sites historiques et touristiques, des sorties à la découverte des merveilles naturelles de la wilaya de Chlef et bien sûr des moments de partage et de convivialité entre enfants. عجبتني الكولونيا هذه شكرا للغوفرنمون الجيريان. L'Algérie c'est bien organisé. On a découvert plein de choses, même des anciennes trucs qui avaient préhistoriques et tout. Vraiment, on mange bien, alhamdoulilah. Merci président Tebboune. Un très beau paysage, machallah. L'Algérie aussi c'est un très beau pays. On est bien accueillis. On mange bien, alhamdoulilah. On a une très bonne entente entre nous. Ici, on visite une ancienne gare. تحية جزائر نحبك البلادي. Les enfants vont pouvoir visiter plusieurs endroits de la wilaya de Chlef et cela pendant 10 jours. De nombreuses activités sont également programmées durant ce séjour. Le groupe est composé de 72 personnes, dont 61 enfants et 11 accompagnateurs, tous issus de la communauté nationale établie en France. Ils passeront leurs vacances d'été au camp de jeunes à Rab Ahmed, à la commune de Tness. La wilaya de Chlef prévoit de plus l'arrivée d'un deuxième groupe de la communauté établie à l'étranger le 24 juillet prochain. Et encore une fois, bienvenue chez vous. Et puis nous vous rappelons cette information. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé l'arrêt de l'inscription programme ADL3 afin de permettre le traitement d'1 440 340 demandes effectuées. Toutefois, le ministère a annoncé la reprise des inscriptions à l'ADL3 une fois l'ensemble des demandes traitées. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Adel Bouhames, Salim Ben Saïdi et Youssef Fissad, réalisé par Youssef Hatem. L'information revient à 23h avec Salim Merouh, la rédaction anglophone. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir.